Si on n'a pas une conversation au Canada sur l'accès aux soins primaires, rien ne va changer. Même si on investit beaucoup plus dans le système de santé, rien ne va changer pour le mieux. Nous parlons souvent de financement et la question de la transparence et de l'imputabilité pour les patients et les praticiens et même les gouvernements lorsqu'il s'agit des services de soins de santé. Est-ce que c'est le bon problème que nous devons, auquel s'attaquer? Oui, c'est un problème. Qui dépense sur la santé? Le fédéral, les provinces? Le fédéral a dit aux premiers ministres provinciaux et territoriaux il y a pas si longtemps, vous prenez notre argent et vous investissez dans les augmentations salariales des infirmières et des médecins. Et c'est ça qu'a fait l'Alberta, d'ailleurs. Et les provinces disent au fédéral, non, vous devriez payer 50% des soins. Vous ne donnez pas vous ne nous donnez pas les soins. Donc, ne contestez pas notre façon de dépenser. Chaque province a des besoins différents, comme l'Alberta, qui était en situation de plein emploi à l'époque. Du point de vue des patients, et donc par patient, je veux dire électeur, la question la plus importante ne serait pas la transparence et l'imputabilité, ça serait un accès rapide. Personne ne se soucie vraiment de qui dépense les fonds. Tout ce que les Canadiens veulent, c'est d'avoir accès aux soins au bon moment. La transparence n'est pas quelque chose dont les électeurs me parlaient. La priorité pour les électeurs n'était pas une question de transparence. Il faut changer le modèle et comme ça, on va pouvoir décider par la suite combien on va payer aux gens dans le système. Et j'espère qu'on pourrait avoir une conversation sur l'accès aux soins, suivie d'une conversation sur où aller chercher les professionnels. Est-ce qu'on devrait déconnecter la réforme de la santé des gouvernements parce que chaque progrès est détruit par les élections tous les 4 ans. Ça serait génial si on pouvait le faire, mais tous les 4 ans, les premiers ministres doivent se faire réélire. C'est un fait. Nous n'allons jamais voir la réforme dont on a besoin dans le système de santé si on se remet aux gens qui travaillent euh, selon un cycle de 4 ans. Et ces gens-là ne sont pas finalement en mesure d'apporter les grands changements dont on a besoin. Je suis d'accord, les pratiques exemplaires doivent commencer au niveau local, régional, et, et ça ne peut pas être finalement une approche descendante. Mais ça me rappelle qu'on me paye pour vivre dans le vrai monde. Et dans le vrai monde, les gouvernements ne vont pas finalement céder l'organisation du système de soins de santé à des acteurs non politiques. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler plus de valeur plutôt que de réduction des coûts? On peut avoir différents incitatifs. Par exemple, en expérience, nous avons fait une expérience en Colombie-Britannique dans les salles d'urgence où on augmentait le budget des salles d'urgence dans un hôpital si des solutions de changement pour les gens qui travaillaient là, avaient créé et ont mis en application eux-mêmes. Et si ça entraînait moins de coûts. Alors, ils pouvaient garder l'argent qu'ils avaient sauvé pour d'autres choses. Et ce que nous avons trouvé, c'est que les professionnels dans des zones spécifiques d'un hôpital savent exactement où ils peuvent épargner. Ils travaillent dans un système qui ne réagit pas. Ils font des suggestions et jamais rien ne se passe, ou presque jamais. Et en donnant aux professionnels eux-mêmes la capacité de changer les choses, et en leur donnant des incitatifs, non pas
personnellement, mais leur département. C'est incitatif. Ça a engendré beaucoup de changements positifs, par exemple pour les temps d'attente, l'expérience des patients, toute une gamme de choses a changé d'un point de vue mesure. Vous savez, je pense que l'idée de Christie est bonne. On aurait dû savoir que vous étiez en train de faire ça, mais votre concept est très intéressant, celui que vous venez de mentionner, parce que ça permet aux gens qui sont là, les professionnels qui sont là et qui sont responsables des budgets et des procédures, à, à ne pas avoir peur d'innover parce qu'ils garderont cet argent. Souvent, on entend que les médecins et les infirmières veulent changer de modèle de livraison, avoir des modèles de collaboration avec plus de professionnels. Et quand il y a des conversations sont tenues par les gouvernements pour être plus inclusifs, euh, quels sont les autres travailleurs de la santé qui devraient faire partie de ces équipes-là qu'on n'est peut-être pas en train d'inclure dans ces conversations? Les ambulanciers, c'est ce qu'on fait à Ottawa, par exemple. On a un modèle là-bas où ils font des soins de santé pour les personnes âgées chez eux. Alors, on pourrait inclure les ambulanciers. On devrait aussi les pompiers, euh, les pompiers aussi qui font des fois des soins d'urgence. Les pharmaciens, peut-être en premier, on l'a vu pendant la pandémie, le nombre de choses qu'on peut faire avec son pharmacien, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. C'est incomparable. On pourrait régler beaucoup de problèmes finalement en impliquant les pharmaciens. Je peux aller me faire vacciner. Je n'ai plus besoin d'aller voir un médecin pour me faire vacciner. Alors maintenant, les aînés peuvent aller voir un pharmacien pour regarder la liste de médicaments que la personne âgée prend et les travailleurs sociaux doivent être impliqués également. Ils doivent aider, aider les gens avec les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Une des mesures d'appui qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre pour aider les familles de façon précoce, on devrait permettre à toutes les professions finalement pratiquer selon leurs compétences, selon leur formation, et ça doit inclure également les travailleurs sociaux. C'est une bonne discussion. Ces sessions sont frustrantes parce qu'on veut passer à l'acte. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce qu'on peut entamer le changement? Pour les membres individuels qui écoutent ce webinaire, vous avez un petit peu de marge de manœuvre. Vous pouvez apporter les changements à votre propre niveau malgré la bureaucratie ou même dans la main avec la bureaucratie. Faire preuve de créativité n'est pas interdit par la loi ni par le gouvernement fédéral. Deuxièmement, aller chercher un appui dans votre domaine pour forcer le gouvernement à se rendre compte de la dégradation du système de santé. C'est ça que vous devez faire. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos patients, mais vous devez le faire ensemble. Le problème, c'est que les Canadiens semblent penser que si on n'a pas le même système qu'on a aujourd'hui, qui est loin d'être parfait, qu'on va avoir un système américain. Et ce n'est pas vrai du tout. Parler de cela publiquement pourrait finalement créer des possibilités pour les changements au niveau politique. Si les associations parlaient avec une seule voix, euh, vous, vous allez être une voix puissante. Vous allez être une voix puissante pour les patients. Et c'est ça l'élément le plus important. Personne ne croit aux politiciens. On peut donc parler de la transformation, mais si les organismes comme le vôtre euh, ne disent pas la même chose, ne prônent pas la même idée, ça va être très difficile à mettre en œuvre. Donc, mon appel à l'action, ça serait de vous encourager à renforcer vos relations avec
les associations provinciales et ensuite élaborer une nouvelle idée sur le modèle. Merci d'avoir participé à cette conversation très stimulante. Merci à Christy Clark, Chantal Lebert, Stephen McNeil d'avoir participé à cette conversation fort intéressante. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la prochaine partie de notre webinaire. Je vais demander donc à Catherine Smart et Tony Lehman de se joindre à moi maintenant. Qu'est-ce qui ressort de la conversation pour vous? Premièrement, l'imputabilité, la reddition de comptes. Lors de cette conversation, on a parlé de la reddition de comptes au niveau provincial, au niveau fédéral, mais la reddition de comptes doit avoir lieu à tous les niveaux. Nous sommes tous redevables envers les patients. Quand on habilite, quand on responsabilise les patients, les interventions peuvent être finalement améliorées, adaptées aux besoins. Où existe cette imputabilité dans notre système? Nous ne regardons pas les résultats dans notre système. Il n'y a personne qui est responsable pour les résultats. Et donc, on n'est pas en train d'encourager les gens à donner des résultats positifs pour les gens. Alors, sans ça, je ne vois pas comment on peut avoir des changements positifs. Et aussi que ce que Quitty a parlé au sujet du budget. Je pense que ce qui empêche souvent l'innovation, c'est d'avoir le statu quo de comment la façon dont les choses sont faites. Je suis entièrement d'accord, mais on sait que c'est pas comme ça que les budgets fonctionnent. On sait très bien que si vous ne dépensez pas l'argent dans le budget de l'année prochaine, vous ne l'aurez pas l'année prochaine. Alors, il y a des changements bureaucratiques que l'on devrait faire maintenant pour motiver les gens. Dire, bon, si je vais être récompensé pour ce changement, j'ai des idées, je vais faire des changements pour mes patients, je vais avoir plus d'accès aux ressources et ça va être bien. L'importance est d'avoir la bonne conversation sur les bonnes affaires au bon moment. Et ça, c'est beaucoup plus important que l'argent, tout simplement.